Bonjour à tous, je suis Esther El Payani, je suis journaliste et j'ai le plaisir d'animer cette première table ronde. C'est bon, là ça marche mieux. Voilà, le temps que tout le monde soit en place. J'ai fait comme tous les intervenants précédents, moi aussi j'ai parcouru le programme de 2005 avec les questionnements sur l'innovation, la place des traditions et des conditions de son renouvellement. Ça m'avait aussi intriguée, j'aurais bien aimé y être. Il y avait la cuisine allégée. Il y avait l'injonction de communication déjà, c'est des choses sur lesquelles on va évidemment revenir, le végétarisme qu'on a beaucoup évoqué, et la cuisine moléculaire. Même si on dit qu'elle n'est plus vraiment là, finalement, on mange quand même pas mal de choses qui sont issues de la cuisine moléculaire sans qu'on le sache. Mais quand même, puisque la mode, c'est ce qui se démode, comme le disait Jean Cocteau, on va plutôt regarder aujourd'hui vers ce qui s'est passé, mais aussi vers l'avenir, pour voir le paysage de la restauration, en fait, essentiellement, ses mouvements, ses évolutions, et puis envisager ce qui nous attend pour le futur. Pour nous apporter leur lumière, je vous présente Marielle Salvador, qui est enseignante-chercheuse en sciences de gestion et en comportement du consommateur, parce qu'elle n'aime pas qu'on dise marketing, mais ça, elle va vous l'expliquer vous-même, à l'Institut Life, que vous connaissez anciennement sous le nom de l'Institut Paul Bocuse à Écully. Christophe, et donc qu'on ne présente plus ce matin, mais pour ceux qui seraient arrivés en retard, donc vous êtes le chef de Fleurs de Loire à Blois, entre autres, et Anne-Claire Paré, qui est la créatrice de Bento, un cabinet de tendance en marketing de la restauration, depuis 22 ans déjà. Voilà. Oui, elle était là avant les rencontres, donc tout à fait, on est vraiment allé dans le sujet. Moi, je vais vous proposer de partir de la base, c'est-à-dire, c'est quoi une tendance alimentaire? Comment ça se définit, tout simplement? Marielle, puisque vous voulez travailler avec vos étudiants, comment vous faites pour deviner avec votre boule de cristal? Oui, Normalement, il marche. Ok. Oui, alors nous en recherche, on n'a pas de boule de cristal, hein, mais par contre, on est attentif aux signaux dits faibles. Et alors, personnellement, ça peut partir d'une intuition, mais après, on est là pour la vérifier. Et donc, on le fait au travers de différentes techniques, hein, que ce soit des études qualitatives, quantitatives, voire les deux. Et parfois, on découvre des choses. Donc, la tendance, en général, elle vient pas, elle tombe pas. Elle vient pas de la boule de cristal, mais on se réfère beaucoup aussi aux sociologues. On a besoin de leur travail, nous, pour comprendre des comportements et identifier des décisions d'achat, des comportements alimentaires ou de choix des individus. Donc, ça ne part jamais de rien. Donc, une tendance, c'est avant tout des signaux faibles qui peuvent devenir des signaux forts ou pas. Mais souvent, en recherche, on ne se trompe pas. Alors, on devance parfois les choses. Donc, on n'est pas forcément toujours compris. Il faut toujours être calé, hein, sur les avancées de la société. Mais en tout cas, voilà, on étudie des signaux essentiellement faibles, hein, et donc on est capable, voilà, est-ce qu'on est capable, hein, mais en tout cas, on peut éventuellement partir sur des courants en se disant que ça pourrait perdurer. Ça pourrait se développer. Anne-Claire, pour vous, comment vous définissez les tendances? Comment vous travaillez finalement au quotidien pour dire qu'est-ce qui est actuellement dans l'air du temps? Alors, quand on regarde la restauration, une tendance, c'est en général d'abord une audace. À un moment, c'est un geste créatif de quelqu'un qui, à un moment, parce qu'il est imbibé d'un magma de mouvements, de consommation, de comportement, etc., se dit, tiens, je vais essayer ça. Et après, parce que justement, ça répond à quelque chose, du coup, il est copié, on en parle, et à un moment, ça commence à faire un peu boule de neige. Alors, il y a des choses qui retombent, hein, qui ne sont pas des tendances, c'est un peu des épiphénomènes qui retombent, et puis il y a des choses qui deviennent majeures. Et j'ai un exemple qui date à peu près du même âge que les rencontres culinaires. En fait, par exemple, le cronut, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, le cronut inventé par Dominique Hansel à New York. Donc, c'était un mélange d'ailleurs assez indigeste
de croissants et de donuts. Donc un croissant frit, je ne sais pas si vous imaginez, c'était quand même un peu spécial. Mais à un moment, parce que les gens avaient envie d'avoir des innovations qui étaient un petit peu ancrées dans quelque chose qu'ils connaissaient, comme le croissant et le donut, mais envie de nouveauté, en fait, ça a parlé. Et après, parce que c'était le début des réseaux sociaux et que les gens étaient très excités par tout ce qui se passait, etc., il y a eu, en effet, cet effet boule de neige où les gens en ont parlé. Et on peut se dire, en fait, c'est pas une tendance parce que c'est retombé, mais en fait, aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe autour du croissant. Et donc c'est un peu ça, vous voyez, le cronut, c'est un peu le démarrage de cette tendance de réinvention de la viennoiserie qui est toujours présente aujourd'hui. Donc à un moment, cet homme, Dominique Ansel, a trouvé un geste qui a fait démarrer quelque chose qui est devenu une vraie tendance, puisque aujourd'hui, la réinvention de la boulangerie, du patrimoine traditionnel français, avec des choses qui viennent du monde entier, c'est une vraie tendance. Et ça donne même des croissants cookies qui sont aussi un peu lourds sur l'estomac. Tout à fait. Christophe, vous justement, est-ce que vous êtes attentif aux tendances ou est-ce que vous essayez plutôt de vous isoler pour garder votre créativité? Comment on réagit dans ce bain culturel-là? En tous les cas, c'est assez intéressant justement d'entendre toutes ces réflexions. Faut-il être dans la tendance? Alors ça, c'est encore une autre réflexion et c'est une réflexion que je ne me pose même pas parce que finalement, je ne me suis jamais appuyé justement de ces tendances. On a des mouvements, on va dire, un peu comme ça dans la cuisine et notamment, on parlait de la cuisine moléculaire, mais d'où est-elle venue? Elle est venue de l'Espagne. Donc pendant très longtemps, on s'est un peu... nous tourner les chefs français vers l'Espagne et regarder un peu les Espagnols ce qu'ils faisaient parce que finalement voilà, on était les plus beaux, on était les cadors et on faisait la plus belle cuisine du monde, sauf qu'on ne savait pas vraiment se réinventer et qu'on était un peu assis sur cette partie historique de la gastronomie française et qu'on a eu besoin de regarder un peu ce que faisaient les voisins. Donc voilà, l'Espagne nous a un peu envahis, on va dire, dans les années 80-90. Et puis derrière tout ça, il y a aussi les pays nordiques qui sont arrivés et qui nous ont apporté de très belles influences. Alors est-ce qu'il faut parler de tendance? Mais en tous les cas, ils avaient une vraie influence sur le respect de l'environnement, sur le fait de trouver des produits autour de soi, le fait d'être attentif aux produits. Donc ça a été pour moi, en tous les cas, une très belle façon de revoir notre gastronomie française. Et on voit que depuis, on va dire 2010 maintenant, on a un vrai retour de la gastronomie française. Pourquoi? Parce qu'elle s'est appuyée justement sur un milieu qui nous touche tous. Et moi plus particulièrement, puisque je suis chef de cuisine, mais je suis aussi paysan, puisque... Voilà, j'ai toujours dit que ma plus grande fierté, c'était d'avoir créé ma société agricole en 2018. Je suis issu d'une filière du lait avec mes grands-parents et j'ai vu malheureusement cette filière souffrir. Et je me suis toujours dit que, voilà, tendance ou pas, quand je me suis installé à mon niveau et que j'ai démarré cette aventure de chef d'entreprise, ce que je voulais par-dessus tout, c'était valoriser l'agriculture locale, valoriser toutes les personnes qui nous entourent et ne... Voilà, il n'y a pas que l'agriculture qui rentre dans tout ça, parce qu'on parle d'alimentation, mais on ne parle pas d'humain. Et l'humain est plus fort que tout aujourd'hui. Donc il rentre aussi dans cette expérience qu'on peut vivre dans des maisons comme les nôtres. Je parle d'humain, mais voilà, je parle des personnes qui m'entourent en général. Donc toute cette bienveillance fait qu'aujourd'hui, quand on vient dans un restaurant, quel qu'il soit, on a envie d'être bien accueilli, on a envie d'être bien servi, on a envie de bien manger. Et on a envie d'être bien salué. On a envie de comprendre ce qu'on va manger aussi. Je pense que ça, c'est aussi super important. Et c'est vrai qu'il y a une grande réflexion à se faire sur voilà, le choix du lieu où on va pouvoir aller. Et je parlais il n'y a pas très très longtemps avec de nombreux chefs, parce que voilà, je suis quelqu'un qui bouge énormément aussi à travers le monde. Aujourd'hui, on a perdu finalement... nos lieux de vie, ces endroits où on allait avant prendre un café, où on allait manger un plat du jour avec des très bons produits à pas cher. Et ces lieux de vie, je pense sincèrement qu'on en parlera certainement pendant ces 2 jours, et je l'espère en tous les cas. On a besoin de les retrouver. Je suis aussi en étroite collaboration avec
avec la région et avec les départements, parce qu'en fait, on a besoin de faire revivre ces lieux dans nos villages, et ces lieux vont passer justement par cette nouvelle façon de s'alimenter. Et en tous les cas, je pense qu'il faut recréer du lien avec nos agriculteurs, avec les transformateurs, et pouvoir aujourd'hui avoir la grande fierté de servir de très beaux produits, peu importe, sur des menus de 18 € jusqu'à 300 aujourd'hui, parce que voilà, il y a des deltas qui sont très larges, mais en tous les cas, de la petite restauration jusqu'à la grande restauration, il faut qu'on puisse s'alimenter de façon correcte, avec de très beaux produits, et on a des grandes richesses. Écoutez Christophe, c'est parfait, puisque quand on a préparé la table ronde, les deux grands pôles qui ont émergé de grandes tendances, il y avait quelque chose autour de l'authenticité et de l'engagement que vous avez souligné, et il y avait quelque chose sur l'évolution des lieux. Donc en fait, voilà, vous avez fait le plan, on va pouvoir suivre. Marielle, quand j'ai travaillé avec vous, donc, vous avez insisté vraiment sur les nouveaux types de concepts, vous avez parlé de formats et de nouvelles expériences qu'on promettait aux mangeurs. Oui, alors c'est vrai que ça fait partie, une de mes charges d'enseignement, travailler autour des expériences clients. Mais effectivement, on le voit au niveau des comportements, les gens ont envie de vivre des occasions de consommation ou de gastronomie au sens très très large, assez diverses. Ça voudrait dire que pour une journée type, on pourrait dire qu'un individu va, pourquoi pas, prendre son petit noir dans un bistrot. Ensuite, à midi, il se fera de la street food parce qu'il y aura un food truck qui sera monté à côté de son bureau. Et le soir, il pourra très bien envisager de se faire une belle table étoilée. Donc, c'est beaucoup moins compartimenté qu'avant. Même bien évidemment, si certaines tables sont réservées à certaines bourses. Mais voilà, vous pouvez avoir des gens qui vont économiser pendant un temps pour pouvoir se faire cette belle expérience de restauration étoilée. Et au-delà de ça, donc, il y a des recherches on voit apparaître des nouveaux concepts autour de la convivialité. Alors, on a parlé beaucoup tout à l'heure des légumes, bien évidemment, mais à l'opposé, vous avez une enseigne qui s'appelle Gueuleton, qui va privilégier la viande. C'est dit très clairement sur leur site. C'est passer un bon moment autour d'un morceau de viande qui aura été bien choisi. Ça va être aussi d'autres types d'enseignes qui vont privilégier le côté nostalgique. Je pense à des enseignes type Les Fils à Maman. Donc, on est bien d'accord que c'est une faute de français, mais c'est Les Fils à Maman. Qui vont privilégier un côté nostalgique au travers d'une petite cuisine toute simple, avec un décor approprié. On va retrouver des Goldorak, des Playmobil. Donc les gens vont éventuellement jouer avec, ou même inviter leurs enfants à jouer aux jeux auxquels ils jouaient quand ils étaient petits. Tout ceci autour d'un cordon bleu et de coquillettes, soit. D'autres concepts où on va mélanger des types de lieux, un restaurant, une épicerie. On va être amené, pourquoi pas, à manger ce qu'on pourra acheter et qu'on voit déjà en bocal sur des étagères. Donc tout un tas de diversification de concepts, parce que les gens ont envie de nouveautés, les gens ont envie de diversification, avec toujours ce souci de quand même bien manger. Et donc c'était une des tendances dont on avait parlé. Vous avez cité 2010. Moi, 2009, j'ai soutenu à l'époque mon doctorat en sciences de gestion et j'avais choisi de parler de gastronomie, ce qui était un peu, ce qui faisait partie un peu de l'effet extraterrestre. Et donc, on était déjà dans cette amorce du local. Et il est clair que cette recherche de local, de terroir, va perdurer, tout simplement parce que plus on est dans une société anxiogène, plus l'individu va avoir besoin de réassurance. Donc on a eu les crises alimentaires. Bon, voilà, on va voir avec les élections américaines ce qui va nous sortir, parce qu'on sera forcément touché. Mais au-delà de ça, donc les consommateurs vont chercher encore plus à comprendre ce qu'ils mangent. On voit, le tourisme industriel se développe. Les gens vont choisir comme
comme au même titre qu'on va programmer un musée, eh bien, certaines personnes vont choisir d'aller visiter une usine, que ce soit la fabrication du chocolat, une usine à Haribo. Donc il y a ce tourisme aussi industriel, cette envie de comprendre, voire même de manger intelligent, puisqu'on l'a vu au travers d'une étude qu'on finalise, des gens qui nous disent j'ai envie de manger intelligent, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de savoir d'où vient ce produit. Alors, c'est pas forcément un produit noble. Ça peut être une pomme de terre, ça peut être une carotte, mais avec cette envie vraiment de comprendre et qui va faire partie intégrante d'une expérience gastronomique, encore une fois au sens large, d'où l'importance de l'échange de plus en plus. Nous, on dit aux étudiants, les futurs chefs de cuisine doivent sortir des cuisines. Alors, ils sortent déjà de plus en plus des cuisines. Ils vont vers leurs clients. Et donc, il n'y a pas que le personnel en salle qui doit favoriser l'expérience. Ça peut être aussi, bien évidemment, les chefs qui sont de vrais porte-parole. On le voit avec la médiatisation, de vrais porte-parole de tendances, mais ces tendances sont souvent portées par leurs propres valeurs. On n'a pas un chef aujourd'hui, chef est là pour l'illustrer. Ils parlent avec leur cœur, la cuisine vient toujours du cœur, et donc forcément, voilà, ils sont là pour aussi parler des valeurs. Donc il y aura toujours ce local, avec ce souci, je pense, de plus en plus, on voit apparaître des choses autour de la gestion des déchets, de la gestion du gaspillage. On va y revenir si vous voulez. Voilà. Je pense que sur le local et le manger intelligent, on pourrait faire toute la table ronde dessus. Tout à fait. Il me semble. On va y revenir parce que je pense que vous avez tous beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je vais revenir au format, puisqu'on était parti de là au départ. Notamment, Christophe, il y a aussi le bistrot épicerie que vous avez monté. Anne-Claire, vous travaillez beaucoup à l'international. Vous avez constaté les mêmes choses. Vous m'avez évoqué le snacking notamment. Alors, est-ce qu'on peut dire grignotage en français? Quel est le mot adapté? Justement sur cette déconstruction finalement des moments de restauration. Oui, alors c'est vrai que d'abord en termes de format, si on fait le bilan depuis 20 ans, il y a quand même un constat qui est évident, c'est la progression inaltérable de la restauration rapide. Aujourd'hui, c'est plus de la moitié du marché, 52% du marché. C'est de la restauration rapide. Alors, on peut le regretter, c'était déjà le cas il y a 20 ans. À l'époque, McDonald's était déjà le premier restaurateur de France, et c'est toujours le cas. Alors, heureusement, la restauration rapide, même si elle a augmenté son emprise sur le marché, elle s'est aussi posé des questions, parce que ses consommateurs se sont posés des questions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on les écoute, on entend cette envie de nourriture quand même plus saine, plus ancrée. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle McDonald's, par exemple, est le premier à communiquer aujourd'hui plus largement sur la manière dont il source ses produits, ses ingrédients, etc. Une dimension que j'ai trouvée hyper intéressante dans ce que vous avez dit, c'est la convivialité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu la dette de la restauration. Quand on va au restaurant, c'est pour se nourrir, mais c'est aussi pour échanger avec des gens, souvent heureusement. Et c'est vrai que cette convivialité a été encore exacerbée par la pandémie. En sortie de pandémie, quand on demande aux gens pourquoi ils vont au restaurant, en fait, on voit que les occasions pour passer du temps avec mes amis, avec ma famille, avec mon conjoint, c'est vraiment des occasions en progression, alors que les occasions qui étaient plus fonctionnelles, parce que je suis là, il faut que je me nourrisse, etc., sont en diminution. Donc on a vraiment une réorientation de ces attentes vers l'envie d'échange. Et ça se traduit aussi d'ailleurs en restauration rapide, deux choses. Là encore, si vous regardez des photos d'un McDo il y a 20-25 ans et maintenant, c'est le jour et la nuit. À une époque, quand j'ai commencé avec Bento, McDonald's était quasiment encore rouge et jaune. On était dans la restauration rapide, on n'était pas là pour rester. Aujourd'hui, la restauration rapide, on peut y passer du temps. On a vraiment cette capacité à mieux accueillir les gens. Avec également, donc dans cette restauration qui a évolué vers la convivialité, les coffee shops. On a beaucoup parlé des coffee shops. Vous avez probablement vu l'article dans Le Monde la semaine dernière. On a passé les 4000 coffee shops en France. Alors, c'est une convivialité qu'on peut questionner, mais c'est vrai que cette capacité à accueillir les gens, surtout les jeunes d'ailleurs, autour de boissons un peu élaborées, c'est une vraie tendance. Après, on a également, comme vous l'évoquiez,
une restauration rapide qui se structure aussi. Hein. Heureusement, il n'y a pas que des chaînes. Et je lisais ce matin dans les Échos l'exemple de Mur, hein, qui est une cantine de qualité, hein, et qui s'appuie sur des produits qui sont sourcés à la ferme à proximité. Mur, c'est déjà 3 restaurants à Paris, donc on est dans de la restauration rapide, mais vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec ce que peut offrir un géant à l'américaine. Donc on a vraiment dans ces nouveaux formats, hein, donc toujours une massification, parce que quand on est gros, on a des prix d'achat et on peut offrir des prix et des menus compressés, et dans les temps qu'on connaît de portefeuille un peu plat, c'est un vrai service, mais on a aussi cette prise en compte des attentes clients sur plus d'humanité, de naturalité, de service, de convivialité, qui ouvre aussi le chemin pour de nouvelles formes de restauration, mais toujours dans une certaine efficacité, en tout cas côté restauration rapide. Cette convivialité aussi, on va la retrouver sur le format des plats, puisque une tendance forte, ce sont les petites assiettes à partager. On a évoqué la dinétisation. J'ai trouvé ça un terme très... Tout à fait. C'est vrai qu'à Paris, souvent, on rit quand on arrive dans un restaurant et on nous dit, alors nous, on a un truc hyper spécial, c'est que des petites assiettes à partager. En fait, ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, hein, donc on peut aussi le regretter d'ailleurs, mais c'est vrai que ça rejoint vraiment cette envie de convivialité. Il y a les petites assiettes à partager et il y a les planches aussi. Les planches de dégustation. Alors, j'avais vu les planches de dégustation en charcuterie, c'est 1,6 milliard de vues sur TikTok. Hein, donc vous voyez que cette forme de restauration très esthétisée, qui est aussi un petit peu un voyage, c'est vraiment quelque chose qui est très actuel. Christophe, vous, dans les formats de plats que vous proposez, justement, vous avez vu une évolution ces dernières années ? Alors oui, il y a eu une évolution ces dernières années. Après, reprenons un peu cette façon de... La dinétisation, c'est un mot qui est assez intéressant parce que finalement, c'est quelque chose qu'on a vu évoluer ces 20 dernières années, hein, puisqu'on appelle nous ça un peu la cuisine satellite en fait. Hein, c'est partir d'un produit et essayer de le décliner en plusieurs expériences en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment propice à certains chefs et qu'on voit dans des grandes maisons également. Donc c'est aussi se dire que finalement on est... qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quand on est dans un restaurant pour pouvoir stimuler quelqu'un et lui dire voilà, tu as commandé un plat et en fait tu vas en avoir 3 et on a envie aussi de retourner un peu en enfance et de se dire tiens, on va rendre le truc un peu ludique et on va lui dire de travailler et de faire travailler son cerveau pour avoir une vraie expérience culinaire. Moi, comme je vous le disais, les nouvelles tendances, je m'en moque parce que tout simplement, c'est pas ma vision de la gastronomie et j'ai jamais fait d'émulsion, j'ai jamais fait. Alors, je me suis penché quand même sur la cuisine allégée, hein, parce que je suis quand même issu d'une base de gastronomie très traditionnelle, hein, entre mes débuts chez Éric Rettler à Blois et puis Paul Bocuse à Lyon. Voilà, on passait quand même une certaine quantité de beurre et de crème par jour, mais pour rien vous cacher, on s'en moquait à l'époque de savoir d'où il venait et comment il était fait. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, par contre, me sensibilise. Voilà, on pouvait recevoir des sols déjà levés, on ne savait même pas d'où elles venaient et comment elles étaient faites. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, en tous les cas aujourd'hui, j'ai plus envie de le voir et j'ai surtout pas envie de le transmettre. Je suis un peu un extraterrestre parce que chez nous, on travaille les produits entiers. C'est-à-dire que je reçois les animaux entiers, je reçois les poissons entiers, je reçois mes légumes avec la terre, puisque voilà, on a quand même notre jardin qui est là et qui prend une part importante de ma cuisine. On voit que le végétal a pris aussi une part importante dans notre façon de s'alimenter depuis maintenant une bonne dizaine d'années et peut-être même plus, puisque la nouvelle cuisine du XVIIe siècle, on parlait justement de l'arrivée du légume dans dans notre alimentation de tous les jours. Donc finalement, on a l'impression de réinventer la cuisine tous les ans. Et c'est ça que je trouve ça vraiment trop drôle, parce qu'on réinvente tout le temps la cuisine, mais on revient toujours sur ses bases fondamentales.
qui sont 3 produits dans une assiette et une très bonne sauce. Et quand déjà vous avez ces bonnes bases, on peut se dire qu'on a gagné le pari. Donc peu importe qu'on soit sur de la cuisine traditionnelle ou de la haute gastronomie, je pense que c'est ça le fondamental en fait d'un plat, c'est qu'il soit maîtrisé avec des goûts qui soient marqués. Et ensuite, voilà, le choix de ces produits vont être primordial. Voilà. Est-ce que finalement il faut être dans les nouvelles tendances? Est-ce que finalement il faut se réinventer? Je pense que ceux qui ont besoin de se réinventer, c'est ceux qui s'embêtent un peu dans la cuisine et qui ont besoin d'apporter des grandes stars au milieu d'eux pour pouvoir se montrer et faire qu'ils vont être les plus beaux sur les réseaux sociaux et ils auront besoin de ça pour pouvoir mettre leur cuisine en avant. Est-ce que vraiment on a besoin de ça aujourd'hui? Je pense pas. En tous les cas, voilà, les produits et les façons de les cuisiner sont bien plus importants pour moi. Vous avez insisté sur le végétal, qui est vraiment le mot-clé qui revient pour ces 20 dernières années. Pourtant, on évoquait ça avec Anne-Claire tout à l'heure, les chiffres sont quand même en contradiction avec cela. C'est qu'on a un vrai discours sur le fait de manger moins de viande, de la mettre moins en avant, etc. Mais que dans les faits, la consommation est toujours aussi marquée. On n'a pas de consommation, d'augmentation de légumineuses ou de produits autres. Et ça pose une question en fait sur ce qu'on définit comme végétal. Mais faut-il absolument se bourrer la tête de ces chiffres? Est-ce qu'il y a 40 ans, on ne mangeait pas des boîtes de conserve? Est-ce qu'il y a 40 ans, voilà, on n'avait pas des plats tout prêts, hein? Moi, j'ai mangé des raviolis, j'ai mangé du cassoulet, j'ai mangé des haricots en boîte, j'ai mangé de la macédoine en boîte. Est-ce qu'il y a une honte à manger ces produits? Non, sauf qu'aujourd'hui, on a défini... Vous savez, c'est le problème de nous tous, en fait. Parce que si on regarde tous, on a le plus beau téléphone portable, on a la plus belle télé, on a la plus belle voiture et on a la plus belle maison. Certes, mais une fois qu'on a dépensé tout notre argent dans ce plus beau, est-ce qu'il nous reste beaucoup d'argent pour justement s'alimenter et faire attention à ce qu'on va donner à manger à nos enfants? Et ça, c'est une vraie réflexion, par contre. Parce que ça, c'est des choses qui, pour moi... j'ai toujours économisé. Dans ma vie, j'ai toujours économisé. Ça veut dire que tout ce que je me suis payé, j'ai toujours économisé pour me le payer. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on fasse des crédits pour s'acheter tout et n'importe quoi. Et derrière, certes, voilà, on n'a plus d'argent pour vivre, on n'a plus d'argent pour s'acheter à manger, on n'a plus d'argent. Mais est-ce que vraiment, si on regarde les salaires qu'on gagnait, moi j'ai démarré, j'avais pas le SMIC, quoi, hein. J'avais pas le SMIC et j'avais un appartement, j'avais un petit studio de 18 mètres carrés quand j'étais commis au départ. Et ça remonte pas il y a 50 ans, hein. J'ai démarré il y a 27 ans, quoi. Donc voilà, sincèrement, parfois je trouve que voilà, il y a aussi, il faut revenir un peu aux fondamentaux et arrêter de dépenser notre argent bêtement. Alors ça, on va pas refaire le monde aujourd'hui, hein. Mais en tous les cas, est-ce qu'on a oublié que finalement, il y a 30 ans de ça, on s'alimentait de façon complètement traditionnelle et on n'était pas les plus malheureux du monde et on mangeait de la viande en bien plus grosse quantité, de la viande et du poisson, on en mangeait en bien plus grosse quantité qu'aujourd'hui, quoi. Un poulet le dimanche, il faisait un repas et c'était terminé, quoi. On mangeait la carcasse avec la mayonnaise le soir et puis c'était fini, quoi. Aujourd'hui, un poulet, il nous fait quand même 2 repas et on n'a pas besoin de... je parle bien sur une famille de 4, hein, mais voilà, on n'a pas besoin de tout manger en une seule fois. On va refaire une deuxième passe le soir ou le lendemain, quoi. Donc, la vraie réflexion, c'est avant tout, je pense, quelles sont nos priorités, quelle était notre priorité hier, quelles sont nos priorités aujourd'hui et quelles seront nos priorités demain. Et je pense que quand on aura soulevé ce vrai problème, on aura déjà soulevé une bonne partie des problèmes qu'on a aujourd'hui. Bon, c'est bon, on n'aura pas assez de 2 jours pour répondre à ces questions-là, je crois. Anne-Claire, tu voulais rebondir justement. Oui, alors le végétal, c'est une question très intéressante. Alors d'abord, j'ai beaucoup de clients qui nous demandent de réfléchir là-dessus. Il y a plusieurs choses. Alors d'abord, le végétal, c'est générationnel, hein. En fait, il faut voir qu'en France, c'est la fameuse étude d'Agrimer, voilà, où en gros, il y a 12% des 18-25 ans qui sont végétariens et il y a 2% des plus de 55 ans. Donc on voit tout de suite que déjà clairement l'envie de végétal, elle est plus présente dans les catégories les plus jeunes.
Le deuxième fait important, c'est qu'en fait, c'est dur de faire du végétal. C'est dur de faire du végétal appétissant parce qu'on vient de tas d'années où en fait, la gourmandise, c'est la viande. La viande, c'est vrai qu'il y a ce côté croustillant, c'est très généreux en bouche. J'ai vu un super documentaire sur Arte et donc explique que ça génère le goût umami qui est absolument dingue, etc. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir et c'est dur de contrebalancer ça, notamment parce que c'est plus compliqué déjà à faire. Quand on discute avec nos clients, en fait, là où quelque part, et pour faire simple, c'est pas du tout la cuisine que vous faites, mais on peut déjà faire un steak et des frites, et déjà vous avez un plat qui se conçoit, etc. Si vous voulez faire la même chose en végétarien, il vous faut au moins 3 composants. Vous ne pouvez pas avoir juste 2 végétaux. Il en faut un 3e parce qu'il faut multiplier les textures, les couleurs. Après, il faut aussi l'écrire. Donc, il y a tout un savoir-faire qui, aujourd'hui, manque encore un peu, quand même, en restauration. Alors, c'est vrai qu'il y a des pays comme les pays anglo-saxons qui sont très bons en marketing et qui arrivent un peu plus à valoriser le végétal. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, et aussi parce qu'il y a aussi des raisons culturelles, notamment au Royaume-Uni où il y a beaucoup plus de végétariens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une envie quand même de végétal dans la population, mais l'offre n'est pas toujours en face. Et je vois que quand mes clients font l'effort de proposer des plats et même des sandwichs, il y a des très bons exemples de sandwicheries végétales à Paris qui font des trucs dingues. Et là, ça marche. Mais c'est vrai qu'il faut accepter d'y passer du temps et que contrairement à ce qu'on peut penser, on se dit le végétal, ça coûte moins cher. Et en fait, non, parce que ce qu'on va gagner sur la matière première, ce qui n'est pas toujours évident si on la source bien déjà, on va la perdre avec le travail qui est nécessaire pour cuisiner, pour apporter une sauce, pour multiplier les composants dans un simple sandwich. Donc c'est un peu ça, à mon avis, qui freine le marché aujourd'hui. Ariel ? Oui, je rajouterais aussi qu'il y a quand même une dimension essentielle. Alors, vous en avez un petit peu parlé tous les deux, mais c'est la dimension plaisir. Et elle reste primordiale, notamment en France, par rapport peut-être à d'autres pays qui mettent en avant la dimension santé. Donc on pourra avoir tous les discours santé possibles et imaginables. Le consommateur, à un moment donné, il dit « mais non, mais je veux manger pour mon plaisir ». Et donc, s'il a envie d'une entrecôte, il mangera une entrecôte. Donc, oui, le végétal, il y a de très très belles choses qui se font, mais le consommateur, finalement, il veut d'abord se faire plaisir au travers de son alimentation. Et c'est pas donné à toutes les cultures, c'est pas vrai. Et c'est pour ça que vous avez notamment la culture américaine ou anglo-saxonne qui résonne de manière différente. Ils résonnent en matière de nutriments. Nous, quand on mange une entrecôte, on mange pas, on raisonne pas en matière de lipides, de protéines, etc. On se fait plaisir. Et donc, à partir de là, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles le végétal, en tout cas dans les chiffres, on le voit, même s'il y a plein de discours autour, finalement, on ne le retrouve pas dans les actes de consommation de la même manière. Et c'était l'exemple que je citais tout à l'heure, où il y a aussi des concepts dans cette tendance très végane, végétale, etc., des concepts qui émergent et qui marchent, voire qui cartonnent autour, effectivement, de la viande notamment. Voilà. Après, je pense que sincèrement, il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus, parce que finalement, demain, on n'aura plus d'éleveurs. Donc on va arrêter l'élevage et on va tout transformer en grand jardin. Et finalement, est-ce que ce sera aussi meilleur et est-ce qu'on n'aura pas un manque quelque part ? Après, voilà, on parle de cette tendance du végétal. Maintenant, c'est pas qu'une tendance. C'est juste que finalement, dans notre façon de s'alimenter, avant, quand il fallait 180 grammes de viande, aujourd'hui, il en faut plus que 90. Et c'est largement suffisant. Donc, ça vient s'équilibrer justement avec la partie végétale. On va essayer de se poser aussi un peu la question de comment apporter aussi de la protéine végétale. Donc finalement, on a aujourd'hui, on parle de biodiversité aussi dans nos grandes plaines de Beauce qui à l'époque étaient faites que pour des hectares et des hectares de blé, de maïs et de tournesol et de colza. Aujourd'hui, on va lui apporter du quinoa, de l'amarante et du sorgho. Donc voilà, c'est aussi cette partie de céréales qui nous intéresse, nous, en tous les cas, en cuisine, et qui va nous permettre d'avoir un apport protéinique qui va être suffisant pendant un repas.
Donc voilà, c'est aussi savoir diminuer un peu la partie protéines animales, cuisiner correctement la partie végétale. Alors, il n'y a pas besoin de refaire. Alors, n'oublions pas que dans le mot cuisine, il y a aussi ce mot cuisiner, parce que voilà, certes, on a beaucoup plus de mal à préparer des légumes, mais ces légumes, il faut les cuisiner. Et est-ce qu'aujourd'hui, on prend vraiment encore le temps de cuisiner comme pouvaient le prendre nos grands-mères, nos mamans? J'en suis pas si sûr, en fait. Et c'est là aussi que finalement, on n'est pas en train de réinventer le monde. Qu'on ait de la viande, du poisson ou des légumes, pour que ça soit bon, il faut les cuisiner, quoi. Et c'est ça qui est la base, en fait, de tout ça. 80% des repas à domicile sont assurés par les femmes, en fait. Donc ça pose aussi une des questions de qui cuisine à la maison, quand, à quel moment. J'ai parlé de ma grand-mère et de ma maman, mais et vous êtes chef professionnel. Et il y a un vrai levier, en fait, sur le fait maison, sur la cuisine du quotidien, parce qu'on revient toujours, tous nos débats finissent toujours par pointer là-dessus, en fait, sur la charge familiale de l'alimentation, comme on l'appelle en recherche, parce que c'est une charge qui revient 3 fois par jour. C'est sa récurrence qui fait sa difficulté, et vous êtes très bien placé pour le savoir, en effet. Et c'est vrai que tant qu'on ne pose pas la question de qui cuisine à la maison, on a résolu une partie de l'évolution en déchargeant à l'extérieur, d'où le succès des livraisons aussi, ou d'aller chercher chez le traiteur des solutions extérieures alternatives, parce qu'il n'y a pas d'évolution ces 15 dernières années sur la répartition de cette charge de cuisine domestique. Moi, ça me pose une question finalement. On a un levier, peut-être qu'on ça serait bien de l'utiliser. J'ai outrepassé mon rôle d'animatrice, mais vous me pardonnerez cette petite incursion sur la cuisine à la maison, puisque c'est ça qui a été le fondement de mon métier aussi. Vous avez évoqué le sorgho, des nouvelles céréales, enfin des céréales venues d'ailleurs, dans les cuisines venues du monde. Il y a aussi, par exemple, les cuisines du Moyen-Orient, la cuisine italienne aussi qui a explosé ces dernières années. Est-ce qu'il y a des zones du monde où on va aller piocher plus d'inspiration, ou auxquelles vos étudiants ont été plus sensibles peut-être dans les apports, ou en termes de plats ou d'ingrédients justement? Alors, c'est spécifique à l'école, mais on a une spécialisation un dernier semestre en culinaire sur le Japon. Donc, où effectivement, je suis les étudiants à distance pour monter un restaurant éphémère au Japon. Et après, je vais avec un chef déguster sur place. Donc, ça fait partie du côté sympa du boulot. Et c'est plutôt très, très chouette. Et donc là, effectivement, on essaie de maintenir ce lien parce que la cuisine japonaise est extrêmement intéressante. Alors, je sais qu'il y a quelque chose sur la cuisine coréenne. Demain. Voilà. L'atelier demain. Alors, je pense quand même, pour en avoir discuté avec des chefs, je me range derrière eux, c'est plus facile. Mais la cuisine japonaise est extrêmement riche. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, pour les étudiants, c'est très frustrant finalement, parce qu'en 6 mois, les techniques, ils en apprennent, mais ils ne peuvent pas tout voir. Et puis, il faut aussi intégrer la culture. Donc, voilà. Après, ce qui est intéressant au Japon, c'est... alors, le dernier concept qu'ils ont ouvert en août dernier, c'était sur les algues. Alors, je leur ai dit, ils sont sympas. Ils sont au Japon français et ils vont ouvrir quelque chose sur les algues. Je dis, OK, les gars. Mais c'est vrai qu'en quand ils ont un petit peu plus creusé le sujet, ils se sont même rendus compte que les Japonais, finalement, connaissaient quelques algues. Ils les mangeaient tous de la même manière. Et donc, bien évidemment, avec leur technique française, parce que c'était le but de l'exercice, ils sont allés chercher un petit peu plus loin. Et ils ont cherché à faire découvrir à la clientèle japonaise une autre façon de manger les algues. Et c'est extrêmement intéressant, et c'est là qu'on s'est aperçu, en tout cas je me suis rendu compte de la richesse incroyable de ces algues. Et quand on a préparé cette intervention, c'est vrai que je vous avais dit que finalement, il y a une vingtaine d'années, je me souviens, il y avait eu un programme européen sur l'idée qu'on allait nous faire manger des insectes. Bon, l'entomophagie, soit, mais ça ne fait pas partie de notre culture. Et très clairement, on a un certain nombre de barrières, de représentations mentales qui font que ce n'est pas demain la veille qu'on va arriver, moi qui ai vécu au Cambodge, pour manger un criquet, même grillé, avec de la sauce au poivre, c'est chaud.
On va faire un Franchement, petit c'est sondage, compliqué. Marielle. Qui dans la salle a mangé des insectes? Mais pas en poudre, hein, sinon c'est trop facile. Pas hein. mal. Vous avez tous mangé des verres de farine malgré vous, Oui, hein, quand les même, verres hein. de farine. Qui a voilà. mangé des algues? Ouais. Voilà. Non, mais attention, alors les insectes, j'étais fermé, mais c'est- je suis plus autant fermé en fait. Oui, mais alors si vous les montrez de manière entière, hein, alors Racontez-nous, Christophe. Mais parce que, alors, on parle de tendances. Hein, si on sillonne un petit peu les tendances de ces dernières années, hein, donc j'ai parlé tout à l'heure de l'Espagne avec la partie moléculaire, des pays nordiques. On a l'Asie qui est arrivée énormément aussi hein, dans les années 2000, hein, et on voit que maintenant il y a de plus en plus d'aussi bien. Alors, à notre époque, fut un temps, on parlait de ces restaurants asiatiques, donc on mélangeait tous les styles, et ça c'était horrible, hein, avec ce petit verre qui allait bien à la fin du repas. Où finalement notre seule notion du saké c'était ce verre parce qu'il y avait la petite chose qui était à découvrir à la fin, mais on était nuls parce que finalement on nous a appris que le saké c'était de l'alcool à 90 alors que le saké c'est quelque chose de très subtil et de magnifique, donc voilà. Et puis après il y a eu l'arrivée de ces restaurants Tex-Mex. Alors là, c'est pareil, on nous apprenait que le Tex-Mex, c'était un truc qui nous arrachait la bouche. Et quand vous ressortiez de là, vous vous disiez, putain, je me suis pris une sacrée claque, quoi. Donc en fait, finalement, c'est pas ça. Et aujourd'hui, donc voilà, il y a l'arrivée de l'Amérique du Sud qui est assez exceptionnelle. Donc je suis parrain de l'école de Oaxaca, donc qui est au sud de Mexico City. Et là-bas, il y a un marché qui est juste dingue, mais vraiment un magnifique marché avec des légumes, mais magnifiques. Et bien entendu, qu'est-ce que je suis allé manger au marché de Oaxaca? Des criquets. Parce que, alors, je ne me suis pas encore tenté au verre vivant, parce que c'est un truc qui, là, par contre, j'aurais beaucoup plus de mal. Mais il y en a, ces vers qui vivent dans le bois, là, hein, et ça, je ne suis pas assez ouvert pour ça. Mais en tous les cas, les criquets, sachez que, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui va arriver. Alors, on travaille de plus en plus la farine de criquet également en France, hein, sur des barres énergétiques et des choses comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qu'on verra arriver dans nos cuisines dans très peu de temps. Hein. oui, mais il sera forcément transformé. Comme on mange, enfin l'individu mange d'abord avec les yeux, il y a quand même une barrière qui est compliquée. Moi, j'ai testé la grosse migale avec la sauce au poivre de Campote. Ça a beau être du poivre de Campote, c'est quand même super compliqué quand même. Ça a quel goût, la migale? C'est grillé. Bon, c'est une consistance. J'ai pas pu, le corps, j'ai pas pu. Je me suis arrêtée à la pâte. Bon, on disait c'est un peu comme des crevettes grises en fait quand on mange les insectes. On peut imaginer quelque chose de proche des crevettes grises. Je sentais le poivre. Bon, ça va passer. Mais et puis il y a aussi le fait qu'effectivement, vous en avez parlé. Donc on reconditionne. Ce reconditionnement, ça posera pas de problème. Effectivement, on va vite comprendre qu'il y a un apport énergétique intéressant. Il y a eu une petite mode, mais ça n'a pas duré très longtemps. Il y avait quelques chefs qui avaient fait des sushis où on voyait effectivement un petit scarabée, etc. Donc on le voyait véritablement. Donc là aussi, mais bon, c'est plutôt peut-être des modes que de vraies tendances de fond. Il faut faire attention aux mots aussi. Voilà. Et malgré tout, si les industriels s'approprient les insectes et que finalement on va retrouver des insectes dans de la nourriture pour animaux, pour votre chien ou votre chat, ça va être aussi très compliqué pour le consommateur de se dire finalement, est-ce que vous achetez du Royal Canin? Non. Bon. Donc si on nous présente les insectes de cette manière-là, ça va être aussi encore compliqué. Donc bon, c'est vrai que du coup, l'algue paraît plus facile en termes de temps. Je ne dis pas que... voilà. Bon, ça paraît peut-être un petit peu plus facile. Encore une fois, l'individu est conditionné par ses apprentissages qui viennent de l'enfance et par des représentations mentales que l'on crée, donc qui sont éminemment culturelles, bien évidemment. Et donc, passer au-delà demande effectivement un effort. Elles peuvent être cassées, ces représentations, mais ça demande une forme d'apprentissage, donc qui peut être relayé, bien évidemment, par des médias, par des chefs, mais ça demande toujours un peu de temps. Voilà, c'était juste pour dire que, effectivement, l'algue, comme ça, a priori, paraît plus facilement intégrable dans notre alimentation que les insectes. Voilà, c'est juste une dimension temporelle. Et le Miguel Canin, donc. On a un nom de marque tout trouvé. Anne-Claire. Alors, sur les insectes, en fait, la messe est un peu dite. Alors, je pense que
quand il y a des chefs comme Christophe qui s'y intéressent, il peut y avoir des trucs dingues. Mais en mass market, vous l'avez peut-être vu, mais la start-up emblématique du secteur insectes avec un Y est en train de déposer le bilan. Donc ça montre bien qu'en termes d'ingestion par les individus, en France en tout cas, c'était très compliqué. Et en alimentation animale, de toute façon, ce n'est pas compétitif par rapport au soja. Donc de toute façon, c'est assez mal parti. Mais j'espère que, et je suis sûre qu'il y a peut-être des choses à faire, mais il faut beaucoup de talent à mon avis. Après, pour la question, c'était aussi où est-ce que s'inventent les tendances dans le monde? C'est quoi les lieux? Et alors c'est vrai qu'il y a une table ronde sur la Corée, et je salue les organisateurs parce que c'est un très bon thème. D'abord, en Asie du Sud-Est, la Corée, c'est le hub de création actuellement. Les Coréens, c'est les plus ouverts à l'innovation. Donc ils essayent tout le temps. Il y a des choses, les tendances, ça dure un mois là-bas. C'est vraiment, en ce moment, le gros truc, c'est le cheesecake crème brûlée. Hein, vous voyez, donc la crème brûlée, très tendance. Il y a plein de trucs avec la patate douce violette, mais c'est vrai que c'est un pays qui est vraiment très, très réceptif à l'innovation. Et c'est vrai qu'au Japon, c'est un petit peu plus compliqué parce que comme il y a cette richesse patrimoniale très forte, il y a une résistance à l'innovation plus importante. Donc si vous voulez voir des trucs qui décoiffent, en gros, c'est la Corée. Alors il se trouve que la Corée est aussi très tendance en France. Hein, on voit partout maintenant du gochujang, du bulgogi. Alors le kimchi, qui est pourtant très bon pour la santé, le chou mariné, met un peu plus de temps à percer. Mais il faut savoir qu'à Londres, il y a plein de restaurants où c'est normal d'avoir un peu de kimchi par-ci par-là sur les plats. Donc ça va peut-être arriver. Après, dans les hubs très tendance actuellement, donc il y a évidemment ce que tu as évoqué, Estérel, le Moyen-Orient. Alors pas mal grâce au fameux Yotam Ottolenghi. Donc j'ai lu ton article dans Télérama. Donc voilà, il a même fait des shows. Maintenant, il a fait un show au Casino de Paris. Donc c'est vraiment le chef qui a rendu vraiment cette cuisine sexy et en tout cas appropriable par tout le monde. Et c'est vrai que si vous regardez un peu les dernières ouvertures de restaurants dans les grandes métropoles occidentales, il y a beaucoup de restaurants moyen-orientaux aujourd'hui parce que d'abord c'est de la nouveauté et les gens, en fait, on a envie de nouveauté, hein, c'est aussi un carburant. Même en France où on est un petit peu plus réticent, c'est quand même une envie. Donc c'était un nouveau territoire. Et alors pour reboucler, c'est aussi assez végétal. La cuisine moyen-orientale, c'est une des cuisines où on peut vraiment se faire plaisir avec le houmous, les falafels, tous les légumes rôtis, etc. Donc assez facilement. Donc c'est aussi probablement, je pense, une des raisons du succès actuel de la cuisine moyen-orientale. Après, on a aussi, alors et ça c'est plus émergent, mais ça pousse vraiment fort, tout le continent africain. Hein, c'est nourri aussi évidemment par cette envie de nouveauté, mais des chefs comme Maurice Sacco, par exemple, ont vraiment rendu la cuisine africaine beaucoup plus accessible et désirable. Et enfin, alors la Mecque des tendances, alors on peut encore le regretter, mais ça reste toujours un peu New York, pour deux raisons. La première, c'est que la restauration là-bas est très compétitive, donc il faut toujours trouver des trucs nouveaux. Donc ça pousse les gens, ça les oblige à innover, et aussi parce que les Américains, ils n'ont jamais assez d'innovation et de nouveauté. C'est vraiment un peuple vraiment qui se caractérise par ça. Là où en France, tant qu'il n'y a pas 10 personnes qui vous ont parlé d'un goût, vous avez quand même du mal à y aller parce que c'est un peu dur, etc. Les Américains, dès qu'ils voient un article, pof, ils y vont. Il y a une queue de 2 heures tout de suite. Donc c'est vraiment quelque chose qui caractérise. Et surtout, New York, c'est très concentré. Il y a plein de cultures différentes. Donc ça reste un très bon hub pour observer les tendances. Merci. On était donc à New York, on a fait un peu le tour du monde. Je vais vous proposer de revenir beaucoup plus proche de nous, justement, puisque la tendance majeure que vous avez soulignée, c'était la recherche d'authenticité, d'engagement, avec un mot qui a fait réagir Christophe quand je lui ai dit « Oui, pour moi, vous êtes un chef locavore ». Je vous laisse me redire ce que vous m'avez dit, parce que c'était quand même tellement explicite. Non, mais voilà, je trouve que voilà, ce mot a été galvaudé tout simplement parce que c'était à la mode de dire qu'on avait un restaurant qui était locavore. Déjà, rien que le fait de le prononcer, c'est un mot qui me fait du mal, mais parce qu'il a été abîmé, en fait, ce mot. Il a été abîmé et il fallait être locavore pour être un bon restaurant. Donc voilà, je trouve que, encore une fois, tout ça, c'est personnel et ça vient du cœur. Et c'est pour ça que je dis souvent que je suis terroiriste, parce que le fait d'être terroiriste, c'est aussi porter une attention particulière aux produits, mais aussi aux producteurs et à l'environnement. Donc ça prend vraiment, ça englobe beaucoup plus que de se dire que j'ai acheté mes radis aux petits producteurs d'à côté et je suis un locavore.
Donc voilà, c'est juste ça, moi, qui m'embêtait. Et fallait-il être locavore pour exister? Je pense pas, en fait. La sincérité, c'est là où c'est le plus fort, finalement, dans nos métiers en général. Hein. On ne parle pas que de la cuisine. Mais en tous les cas, la bienveillance autour de nous, c'est ça qui est le plus fort aujourd'hui. Hein. Sur les aspects terroir, utilisation de produits de proximité, vous avez souligné, Marielle, l'importance de tout ce qui était lié aux herbes, à la cueillette, l'arrivée de nouvelles espèces, d'espèces communes qui étaient valorisées. Et là, pareil, c'est une tendance de fond sur les 20 dernières années. Oui, alors je compléterai ce qu'a dit Chef. Et nous, à l'Institut, effectivement, on le voit dans tous les concepts éphémères qui sont montés, mais même dès la première année, le sourcing, saisonnalité. Voilà, il y a un vrai respect du produit dès le départ, avec ce souci aussi. Voilà, vous avez des chefs qui achètent, par exemple, la bête entière. L'idée, c'est de tout utiliser, d'accord. Donc la carcasse passera dans des fonds, des jus, etc. Donc et ça, chez nos étudiants, c'est ancré depuis le départ. Mais franchement, c'est pas nouveau. Je veux dire, voilà, les chefs, ils sont comme ça depuis le départ, sauf qu'avant on le voyait pas ou on n'entendait pas parler. Mais voilà. Donc pour revenir à ce que vous disiez, et d'ailleurs j'ai oublié, c'était quoi? Les herbes sauvages. Ah oui, les herbes sauvages. Oui, alors on a eu, je pense à un chef, Jean Supplice, avant qu'il redescende de sa montagne, qui avait accès à une communication, on le voyait cueillir des petites herbes, etc., etc. Donc ça aussi, ça fait partie de la découverte pour le client. Ce qui est intéressant sur ces herbes, c'est que parfois, alors c'était une expérience personnelle que j'ai eu la chance de vivre, chez Marcon en mai dernier. On finit le repas et puis à un moment donné, je dis mais on dirait de la fève tonka. Je dis mais c'est pas possible. Effectivement, c'était une herbe, l'aspérule, c'est ça. Voilà. Vous avez la tagette aussi qui a le goût de fruit de la passion. Et ça aussi, ça fait partie de cette idée de peut-être ne plus aller chercher très loin, trop loin, une essence d'un produit, un goût, pour essayer éventuellement de regarder ce qu'il y a autour de nous et de retravailler ces goûts-là. Et est-ce qu'on réinvente quelque chose là alors? Je ne suis pas persuadée. Non, parce que voilà. en fait, tout ça, ça vient de nos grands-parents et ça vient voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de redécouvrir. Que finalement, on s'embêtait plus parce qu'on achetait notre botte de ciboulette et notre botte d'aneth sur la liste de producteurs qu'on avait. Et puis ça arrivait là à moitié fané. Et puis voilà, on essayait de lui donner une deuxième vie en la mettant un peu dans l'eau froide. Voilà, aujourd'hui, on a laissé tomber toute cette partie-là et on s'est réintéressé à ce que pouvait nous donner justement la nature. Hein. Donc, on a cité quelques herbes là, mais il y en a plein d'autres. Hein. On voit la tanésie qu'on a aussi beaucoup ici en Loire et qu'on voit énormément. Et puis, on a aussi des fenouils sauvages ici dans la région, puisque le fenouil, c'est toujours un produit qui est destiné à la cuisine du Sud, mais on en a aussi beaucoup ici dans la région et on en voit de plus en plus. Alors, est-ce que c'est une histoire est-ce que sincèrement c'est une histoire de réchauffement climatique ou alors c'est une histoire aussi qu'on ne s'y est pas intéressé pendant de nombreuses années et que là on est en train de nouveau de s'y intéresser, mais n'oublions pas que c'est nos arrière-grands-parents ou peut-être nos grands-parents qui avant se nourrissaient de ces herbes et qu'aujourd'hui on est de nouveau en train de regarder ce qu'on a autour de nous. Donc c'est ça aussi finalement, c'est arrêtons de suivre un chemin et essayons de prendre l'air et de regarder un peu les richesses qu'on peut avoir autour de nous. Comme disait Bruno Loriot, c'est un éternel recommencement, les tendances et la cuisine. Il y aura aussi un atelier sur la cueillette sauvage demain au programme. Anne-Claire. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais il y a quand même quelque chose d'assez nouveau, je trouve, en tout cas d'assez récent. C'est quand même, on vit aujourd'hui dans le monde, d'ailleurs planétairement, je pense qu'on est maintenant la majorité à vivre en ville. Et dans les grandes métropoles, on a quand même cette envie de retisser du lien avec la campagne, alors qui est un peu idéalisée. Et c'est assez marrant de voir qu'à Paris, à Londres, etc., il y a beaucoup d'établissements, même de restauration un peu rapide,
qui remettent en avant cette origine de la ferme. Hein, par exemple, à Paris, on a Label Ferme, hein, donc qui compte déjà plusieurs établissements et donc qui propose le midi des sandwichs avec le saucisson qui vient de tel endroit, le beurre de tel endroit, etc. À Londres, une autre chaîne qui marche très fort s'appelle Farmer J. Et ils ont sur leur site la carte de tous les producteurs. Et ça, moi, j'ai l'impression que c'est quand même un peu nouveau, hein, cette idée d'une localisation qui est plus chargée de sens, retrouvée un peu. C'est-à-dire qu'avant, on faisait confiance au supermarché, à l'hypermarché. Et là, cette idée quand même de retisser, de retrouver derrière les produits qu'on achète un visage, un nom, des appellations et une manière de cultiver et de faire grandir les aliments de manière plus respectable. Oui, et je rajouterais, alors là aussi, c'est ce que j'avais dit au début, c'est arrivé aussi avec cette idée qu'avec les crises alimentaires, vache folle, lasagne au cheval, ce que vous voulez, les gens se rendent compte, ils ne savent pas ce qu'ils ont dans l'assiette. Donc pour retrouver du sens, on va à la source, d'accord ? Et il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, alors bon, c'est la chercheuse qui parle, mais Lévi-Strauss a expliqué que quand on mange un aliment, et on le voit par exemple dans les comportements touristiques, un touriste, si finalement il veut comprendre un lieu, eh bien il va aussi chercher à manger local, à manger la spécialité du lieu. Pourquoi ? Parce que symboliquement, il s'imprègne, au travers du produit alimentaire local, il s'imprègne de l'esprit du lieu. Et donc, quand on va, effectivement, pourquoi vous avez des supermarchés qui mettent la photo du producteur à côté du cajot de pommes ? Le cajot, bien évidemment, parce que c'est une matière, c'est du bois, etc. Donc les supermarchés reproduisent des places de marché, hein, bien évidemment. Et puis si vous regardez un peu, vous voyez toujours 2-3 personnes, des personnes âgées qui discutent comme si elles étaient au marché. Mais c'est pour, là aussi, recréer finalement ce lien entre les mains du producteur qui ont permis de créer ce produit et le consommateur final. Tout à fait. Dernier point que je souhaitais aborder avec vous, c'était lié à tout ce qui est digitalisation des pratiques. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on n'avait pas nos téléphones dans les poches, on ne pouvait qu'appeler avec. On ne faisait pas tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça a eu une influence énorme. Christophe, vous avez évoqué la présence des chefs sur les réseaux sociaux. Marielle, vous parliez des restaurants en click and collect, de la livraison. Donc je pense qu'on va pouvoir consacrer les dernières 10 minutes de la conférence à ces sujets-là, si cela vous convient. Et après, il y aura un temps pour les questions de la salle, rassurez-vous. Alors, effectivement, le sujet du click and collect, pour le coup, je le maîtrise un peu. C'était veille Covid. Je sortais d'un cours et puis voilà, je vous disais tout à l'heure, les recherches, les sujets, à un moment donné, ça peut être de l'intuition. Et je sais pas, on avait eu une discussion avec les étudiants et je me suis dit, mais s'il faut, dans 20 ans, avec ces click and collect, il n'y a plus personne dans les restaurants. Et donc, je suis allée voir mes co-auteurs et puis elles ont dit, ouais, il y a un truc. Allez, on y va. Alors, bien évidemment, la recherche, ça prend toujours du temps, hein. On est allé interroger des chefs. On a créé après un site internet où finalement, on a demandé à 250 personnes d'aller choisir sur ce site un repas. Alors attention, on voulait qu'il soit un repas bistronomique, voire étoilé, une étoile. Parce que ce qui nous intéressait, c'était de se dire, s'il n'y a plus personne dans les restaurants, quel type de restaurant ? Et donc on voulait travailler plus sur la restauration haut de gamme. Et donc voilà, donc on a fait cette étude, statistiques, publications internationales, tout ce que vous voulez. Et ce qui en est ressorti, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Alors oui, effectivement, le click and collect peut même avoir sa place dans une restauration, on va dire, moins fast-food que good food. C'est possible, les deux ne sont pas incompatibles, avec beaucoup de précautions. Donc bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il faut des business models un peu calqués quand même. Mais on s'est rendu compte que ce click and collect un peu haut de gamme permettait d'accueillir une clientèle vers les restaurants dits étoilés qui ne seraient jamais venus en restauration étoilée s'ils n'avaient pas commencé par un click and collect. Et on a trouvé cette conclusion assez, ces chiffres qui sont sortis assez intéressants puisqu'on s'est dit, finalement, oui, aujourd'hui les jeunes, vous avez une population qui peut être intimidée
par ce monde de la gastronomie, malgré le fait qu'ils vont suivre les chefs sur les réseaux sociaux. Certains vont se dire, mais c'est pas pour moi ce monde. Et finalement, entrer par le click and collect un peu haut de gamme permet déjà de rassurer sur le fait que, ben oui, j'y ai droit comme tout le monde, oui, j'apprécie comme tout le monde. Alors oui, ça va être cher, mais justement, sur un click and collect, ça peut être un peu moins cher. On peut prendre un menu pour 2, par exemple. Donc, il y a cette perception du prix, du risque-prix qui est moins élevé. Et surtout, ça donne envie après, puisque l'idée, c'était, on l'a vu avec nos cobayes, ça leur a donné envie, après, de vivre une vraie expérience de restauration. Et donc ça, c'était une des conclusions qu'on n'avait pas perçues au départ et qui nous a fait dire, ben oui, le click and collect, aujourd'hui, il faut faire avec. Alors bon, c'est assez amusant parce qu'à l'Institut, quand j'en parle, eh bien, j'ai devant moi des étudiants de 20 ans qui en ont peut-être 60 ou 70, parce que finalement, ils disent « Oh, mais non, c'est pas possible, mais on veut pas faire ça, etc. » Je dis, réfléchissez, vous verrez. Attention, on a des exemples, notamment à Lyon, des chefs comme Pierre Sang qui, dès le départ, ont dit « je ferai du click and collect ». Il faut le penser au départ. Sinon, effectivement, c'est extrêmement compliqué. On sait très bien qu'une cuisine étoilée ne peut pas être forcément transportée parce qu'il y a des problèmes de dressage, parce qu'il y a des problèmes de réchauffage. Mais justement, la période Covid a donné l'occasion aux professionnels du secteur de repenser la chose, de trouver des astuces. Alors ça pose d'autres problématiques, hein, notamment au niveau du packaging, au niveau du transport. Il y a plein de problématiques qui émergent. Comment, quand je fais du durable ou du local, comment je fais avec tout ce plastique dans des packaging? Donc il faut que je trouve des parades, il faut que je trouve d'autres choses. Donc il y a de vrais coûts derrière, il y a de vraies réflexions, mais qui sont beaucoup plus faciles à penser en amont quand on n'a pas ouvert son restaurant, en disant dès le départ, je ferai aussi du click and collect, qui est une offre parallèle, qui n'est pas du tout la même offre, mais qui me permettra éventuellement d'attirer après une clientèle dans mes restaurants. Voilà, ça a été. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et juste pour rebondir sur ce qui avait été dit au début, il y a aussi ce click and collect type HelloFresh ou autre sur la problématique de la cuisine de tous les jours. Voilà, c'est une filière aussi qui est intéressante, puisque, oui, qui fait à manger, donc, alors je ne connaissais pas les chiffres, hein, donc c'est très bien, mais cette problématique, j'ouvre mon frigo ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, effectivement, ces services-là trouvent des clients parce que, eh bien, HelloFresh va vous proposer vos paniers, vos menus pendant toute la semaine. Et pas plus tard que le week-end dernier, on discutait avec des amis, et effectivement, j'étais extrêmement surprise d'apprendre qu'ils utilisaient ce service-là, et je leur ai demandé, mais pourquoi? Ils me disent, mais on en a marre d'acheter n'importe quoi au supermarché. Bon, alors ça dépend des fonctionnements, effectivement. Donc, mais je lui dis, vous ne faites pas des listes. Ouais, mais non, mais on va acheter ça, etc. Et puis ça pourrit dans le frigo, on ne sait pas quoi en faire, donc ça c'est fini. Et bien maintenant, on passe par ce type de service-là, et on nous donne la recette, on a les produits, on sait ce qu'on va acheter, et c'est terminé. Donc, il y a aussi de l'avenir pour ces modes de distribution alimentaire. Ben, merci Marielle de le souligner. Je vois que vous disputiez le micro tous les deux, vous hésitez à savoir qui allait répondre. On voulait savoir qui allait répondre en premier, mais Christophe m'a dit que c'était à moi d'y aller, donc j'y vais. Merci Christophe. Sur ce sujet, en effet, très tendance de la digitalisation. Alors d'abord, le premier impact, évidemment, c'est la livraison, hein, parce que la livraison, c'est la restauration digitale. Alors, c'est du click and collect, la livraison, hein, bien sûr, mais c'est surtout le canal qui a explosé pendant la pandémie. Hein, évidemment, on était, même en sortie de pandémie, encore à 20-25%, hein, dont des actes de consommation de la restauration qui se faisaient en livraison. Donc, c'est monté très fort. Aujourd'hui, on est plutôt redescendu à 10-12%, ce qui risque de rester à peu près la norme, parce que même si c'est coûteux, c'est gênant en termes d'éthique vis-à-vis de la manière dont on traite les livreurs, etc., ça répond aux besoins de praticité de beaucoup des consommateurs d'aujourd'hui, et donc c'est une réalité. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, comme je vous disais, les porte-monnaies sont un petit peu plats,
c'est plutôt d'ailleurs le click and collect qui gagne, parce qu'avec le click and collect, finalement, comme on évite quand même le coût de la livraison, donc c'est plus économique. Alors le click and collect, c'est vrai qu'en majorité sur le marché, c'est plutôt de la restauration moyenne bas de gamme, parce que c'est vrai que en haut de gamme, et vous avez raison de le souligner, c'est très compliqué de réorganiser la restitution dans l'assiette d'un plat. Et je pense que pendant la pandémie, on a tous essayé de se faire livrer des plats qui avaient l'air absolument délicieux. Et quand on les dressait nous-mêmes dans l'assiette, en général, c'était quand même une catastrophe. Et donc le plaisir n'a rien à voir, évidemment. Le deuxième impact de la digitalisation, c'est la visibilité des restaurants. C'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, pour en tout cas une bonne partie des consommateurs, un restaurant qui n'est pas présent sur les réseaux sociaux, c'est un restaurant qui n'existe pas. Alors il peut y avoir des partis pris de ne pas y être, etc. Mais c'est clair qu'il faut vraiment que ce soit un parti pris et qu'on ait d'autres moyens ou une très forte visibilité, parce que la manière dont on se met en scène, c'est vraiment devenu quelque chose d'important. Et on a même aujourd'hui une restauration qui devient performative sur les réseaux sociaux. Avant, on avait juste des photos, maintenant il faut des films. On montre un peu comment... Donc on a de plus en plus une visibilité sur tout ce qui se passe dans le restaurant. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau et qui, je pense, remet en question un peu des fondamentaux du métier, parce que si on n'a pas les moyens de se payer quelqu'un de spécialiste de ce genre de choses, c'est un vrai coût. Et ça se pense et ça peut vraiment faire un tri sur la manière dont le restaurant est perçu. Et le troisième point, qui est assez marrant, alors qui est très intéressant pour nous, même si c'est un petit peu démesuré parfois, c'est qu'avec les réseaux sociaux, notamment, on a une explosion des sources d'influence. C'est vrai qu'avant, on avait les chefs comme Christophe. Aujourd'hui, il peut y avoir un gamin dans sa cuisine qui va inventer un truc dingue, une manière de faire consommer un produit qui va tout d'un coup devenir viral. Et ça, c'est une vraie réalité. Alors, vous avez tous peut-être vu ce jeune homme qui s'appelle Logan, qui a inventé donc la salade de concombre cet été. Donc, quand même un truc... Alors, c'est pas mauvais d'ailleurs, c'est assez marrant parce que vous prenez un concombre, vous le slicez. Alors, j'utilise des mots un peu cuisiniers, mais je suis très mauvaise. Vous l'émincez, excusez-moi. Vous mettez plein de choses, alors plutôt très asiatiques dans les condiments. Vous secouez et c'est vrai que vous avez un concombre qui redevient sympa, alors que c'est vrai que, comme on l'a évoqué, le concombre n'évoque pas forcément un plaisir dingue. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que, et ce qui est assez marrant, c'est que cette recette est devenue virale et à un moment, l'Islande a été en rupture de concombre quand même. Donc vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et donc ça, c'est assez marrant parce que ça change aussi le regard sur la cuisine. Ça montre que en fait, quelqu'un, à un moment, peut inventer une manière un peu marrante. On a eu la feta avant, la feta tomate cerise, voilà, de cuisiner, qui va être accessible, qui va être fun. Et tout le monde va commencer à la faire et on va commencer à la voir à la carte de restaurant. En ce moment, par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Dubai Chocolate. Donc ça, c'est le gros truc actuellement. C'est un chocolat qui est garni de plein de trucs hyper craquants, etc. Et donc, c'est parti de Dubaï. Et on commence à le voir à la carte de restaurants, de pâtisseries, etc. Donc on a vraiment cette accélération et cette explosion des sources d'influence qui va être quelque chose qui va, je pense, donner une couleur un peu différente à la restauration. Christophe ? J'ai rien compris à tout ce que vous avez dit. Franchement, je sais même pas. Je vous ai perdu là. Moi, j'étais encore avec mon Nokia 3210 là et j'étais en train de me dire qu'on était quand même bien mieux à cette époque-là qu'on peut l'être aujourd'hui. On pouvait jouer à Snake contre les services. Le concombre, pour moi, c'est avec de la crème et de la ciboulette et c'est terminé, quoi. Mais tout ça pour dire que le click and collect, je sais pas. Sincèrement, moi, tout ça, ça m'embête. Et je me dis que est-ce que finalement, ça serait pas bien de revenir aux fondamentaux, de prendre sa voiture, d'aller au restaurant, de s'asseoir, d'être accueilli, d'être servi et de passer un bon moment et de le partager avec nos enfants, nos petits-enfants. Finalement, c'est ça la vraie vie. Et là, on est en train de se cacher derrière tout ça et de se faire livrer à manger, de plus prendre de plaisir, d'ouvrir des boîtes, de pourrir notre poubelle de plastique, de carton. Et tout ça, c'est un vrai problème, je trouve. Alors oui, c'est une façon de s'alimenter qui est novatrice et c'est une façon de s'alimenter peut-être de demain, mais en tous les cas, moi, ma plus grande fierté, c'est finalement retrouver mes clients qui vont avoir de 25 ans jusqu'à 90 ans. Et peut-être que finalement, si on peut donner
une partie intéressante de toutes ces émissions culinaires comme Top Chef et bien d'autres, c'est aussi d'avoir rajeuni finalement notre clientèle, puisque aujourd'hui on a quand même énormément de jeunes qui viennent et qui consomment dans nos maisons, qui économisent pour venir nous voir parce qu'ils ont entendu parler de la façon dont on cuisinait, de la façon dont on était impliqué et engagé. Et peut-être que ça, c'est un point positif de ces émissions, même si il y a toute la partie négative où finalement on s'est approprié notre métier finalement. Hein. Donc voilà, s'il y a même aujourd'hui des jeunes qui arrivent à faire une salade de concombre magique devant les réseaux, tant pis, c'est qu'on a été mauvais aussi un moment, aussi peut-être nous de notre côté. Mais en tous les cas, je pense que ce qui est vraiment primordial, c'est de garder nos bases fondamentales de la cuisine et du savoir-être et du savoir accueillir. Voilà, je vous laisse philosopher pour ça avant d'aller manger. Eh bien, avant d'aller philosopher et manger, c'est à vous de jouer, puisque s'il y a des questions dans la salle, c'est le moment. Nous avons peut-être 20 minutes. Alors, il y a des personnes qui vont venir avec les micros pour que vous puissiez poser vos questions. Merci. Je sais pas, ça fonctionne? Oui, c'est bon. On vous écoute. Merci beaucoup. Alors, moi, je m'appelle Arthur Acco, je suis sociologue et je fais une thèse en sociologie du travail sur le métier de cuisinier dans la restauration gastronomique. Voilà, et en fait, quand on travaille sur ce genre de sujet, on est aussi amené un peu à traiter les questions qui fâchent dans le monde de la gastronomie, c'est-à-dire les questions de conditions de travail et les questions de violence en cuisine, sur lesquelles je travaille beaucoup en ce moment. Et pourquoi je parle de ça concernant les nouvelles tendances, c'est qu'en fait, on a malgré tout depuis une dizaine d'années une tendance qui monte dans la cuisine gastronomique, même si elle est, de mon point de vue, encore assez discrète, c'est sur la question de la restauration éthique, c'est-à-dire qui introduit certes les questions de responsabilité environnementale, etc., mais aussi de gestion responsable, durable du personnel. La question que je me pose dans le cadre de ma thèse, c'est à quel point parfois, ces revendications d'avoir une restauration éthique relèvent un peu du cosmétique. Je ne dis pas que c'est comme ça partout, évidemment, mais j'ai fait quand même un certain nombre d'entretiens avec des cuisiniers et des cuisinières qui me racontent qu'en dépit du fait qu'ils ont travaillé dans des restaurants qui revendiquent un positionnement, une restauration durable, ça n'empêche pas le fait qu'on va acheter des tonnes de nourriture, voilà, parce qu'on ne veut pas que le personnel reparte chez lui avec. Je parle parfois de restaurants 3 étoiles, très connus, ou d'autres établissements dont le chef, dans le guide Michelin, on le lit, le chef dit on revendique de bien traiter le personnel, blablabla, et on se retrouve quand même avec des apprentis qui perdent 12 kilos en 5 mois, enfin voilà. Moi je voulais savoir un petit peu, notamment quel était le pouvoir des agents, des acteurs du monde de la gastronomie, que ce soit les influenceurs, les influenceuses, les critiques, mais aussi les chefs, pour vraiment réussir à transformer les pratiques. Et notamment pour ce qui est de la certification gastronomique, donc je pense notamment aux critiques, comment on arrive à prendre en compte ces critères-là, c'est-à-dire comment la gastronomie elle est effectivement produite dans l'assiette, justement dans cette démarche de retour un petit peu à l'origine du produit, se poser aussi la question de c'est quoi les conditions réelles de production de ce plat, et que on souhaite que derrière des produits de très bonne qualité, il n'y ait pas aussi systématiquement du sang et des larmes, quoi. Merci pour la clarté de votre question. Là, on va dire... tu pourrais me répéter la question? Non, je suis désolé. Il y a beaucoup de choses intéressantes et je pense qu'il y a... Je ne sais pas si on aura assez de temps pour répondre et essayer d'avoir un résultat sur tout ce que tu as évoqué. En tous les cas, ce qui est intéressant, déjà, c'est le bien-être des équipes et la façon dont on est aussi bien devant ces réseaux sociaux qu'avec les équipes en général. Pour répondre à cette question, aujourd'hui, j'ai je suis 135 personnes autour de moi et j'ai des listes d'attente de gens pour rentrer dans mon équipe. Donc j'ai l'impression d'être il y a 30 ans, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde et aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent énormément. Et je ne suis pas quelqu'un à me mettre en avant et je ne suis pas quelqu'un, voilà. Bien entendu, j'ai cette présence sur les réseaux sociaux parce que, comme on le disait tout à l'heure aujourd'hui, une personne qui n'est pas présente, elle est complètement oubliée. Mais au-delà de ça, c'est quelle est la vraie philosophie qu'on a envie de faire passer. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que
cette attention des produits, elle ne doit pas être destinée qu'aux produits. Donc bien entendu, il faut aussi avoir une vraie attention des personnes qui nous entourent et une vraie attention également sur nos producteurs. C'est-à-dire que moi j'achète au prix du producteur et j'achète pas au rabais. Je ne sais pas combien coûte un poulet au supermarché, je ne vais jamais au supermarché, jamais. Parce que je ne peux pas mettre un pied là-bas, moi c'est pas possible. Mais voilà, tous mes produits sont achetés au prix. Et à moi ensuite de savoir le respecter ce produit, de savoir le travailler dans l'entièreté et de pouvoir appliquer les tarifs qui correspondent justement au produit que je vais avoir acheté. Donc ça c'est à moi ensuite de le gérer. Donc c'est déjà avoir une attention particulière aux personnes qui l'ont produit, qui l'ont fabriqué, qui l'ont élevé. Et ensuite, les équipes aujourd'hui, voilà, on a entendu beaucoup de choses. Malheureusement, je pense qu'on en entendra toujours parce que ça fait partie du caractère de certaines personnes. Mais est-ce qu'il y a vraiment que dans la cuisine que ça se passe comme ça? Est-ce que quand il y a des gens qui travaillent dans des bureaux, parfois ils n'ont pas aussi des problèmes avec leurs responsables, avec voilà. Alors certes, la cuisine est montrée du doigt parce que voilà, elle est médiatisée, donc obligatoirement on en parle. Mais je pense que pourquoi il y a des gens qui se suicident dans des grandes entreprises aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elles ont des problèmes dans leur entreprise, non? Donc je pense qu'on ne refera pas le caractère de chacun et on ne refera pas la façon de gérer nos équipes les uns les autres. Mais en tous les cas, on sait montrer du doigt là où ça ne va pas et il faut montrer du doigt là où ça va, en fait, finalement. Et est-ce qu'on oblige les jeunes à aller travailler dans ces maisons où ils vont être maltraités? Ces maisons-là, il faut les oublier, il ne faut pas y aller et les laisser tranquilles dans leur coin. Et s'il y a des gens qui sont un peu sadomasochistes et qui ont envie d'aller travailler dans ces maisons-là, il faut les laisser et puis c'est tout, quoi. Donc il n'y a pas d'obligation en tous les cas sur cette partie-là. Et en tous les cas, oui, je pense qu'aujourd'hui, on a une attention particulière à 360 degrés et qu'il faut justement relever la tête et être attentif sur le global, en fait. Et juste pour en remettre une couche, nous, à l'Institut, on a des listes noires. On sait qu'il y a des étudiants, voilà, parfois chez de grands noms, je l'ai encore entendu cette semaine, une jeune, qui a tenu jusqu'au bout, mais visiblement ça a été très compliqué. Mais elle ne voulait rien lâcher. Malgré tout, voilà, on sait que cet établissement, c'est blacklisté et on n'envoie pas nos étudiants casse-pipe. Ou alors, effectivement, parfois, eux demandent, mais on a des talent managers qui disent, mais attention, ça va être très, très, très compliqué. Moi, je ne sais pas, je me dis que ça va bouger parce que les générations, on va avoir des chefs plus jeunes. Il y a aussi le fait que peut-être il y a des chefs aujourd'hui qui sont à la tête d'établissements qui ont vécu ça et qui ont du mal en termes peut-être de transmission à essayer de transmettre autre chose parce qu'ils n'ont connu peut-être que ça. Donc voilà, peut-être moi je suis plutôt optimiste, je me dis que les choses vont bouger parce que tout simplement aussi on refuse nous d'envoyer nos étudiants dans ces établissements-là. Donc au bout d'un moment, voilà, c'est des choses vertueuses qui vont peut-être se mettre en place doucement. Mais je rebondis, il y a aussi la violence, ça peut être physique, psychologique, mais dans d'autres secteurs, hein, c'est tout aussi violent. Vous avez cité France Télécom, pour ne pas les citer, il y en a une flopée quand même. Donc, c'est vrai qu'on en entend un peu plus parler. Alors, pour sortir de la gastronomie française, sur laquelle je suis beaucoup moins légitime que mes deux co-animateurs des tables rondes, en fait, aux États-Unis, à New York, il y a des modèles assez intéressants qui se créent sur des restaurants coopératifs. Donc, ils sont aussi co-owned par tous les salariés, etc. Donc, c'est des choses assez intéressantes. Et j'ai vu même un restaurant à Los Angeles où, en fait, et ça peut être une idée d'ailleurs, l'intégralité du staff est créditée dans le menu. Donc c'est assez marrant parce que du coup, on met une tête non seulement sur le chef, mais toute l'équipe qui est autour. Et donc je trouve que c'est une manière d'humaniser pas mal les choses. Après, sur la question des déchets, donc qui est aussi quelque chose sur lequel l'industrie travaille, c'est un peu compliqué parfois. Mais il y a aussi pas mal d'initiatives, il y a des start-up intéressantes. Il y a un système qui s'appelle WeNow,
qui est alors, on va reparler d'intelligence artificielle, mais c'est un espèce de détecteur qu'on met dans les poubelles et ça identifie en fait tous les déchets qui auraient pu être réutilisés de manière différente. On ne sait pas exactement votre question, mais c'est pour montrer que c'est aussi, il y a aussi des sujets comme ça qui sont des sources en tout cas de progression pour la restauration. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Alors, plutôt là-bas. Oula. Bonjour, merci à tous pour ces échanges qui étaient très riches. Moi, je me pose une question. Je suis dans le corps enseignant également auprès d'une école qui travaille la gastronomie. Et effectivement, nos jeunes sont très sensibles, comme vous l'avez souligné, au choix du produit, au sourcing, au respect de ce produit et à son travail dans l'entièreté. Mais je trouve qu'il ne constitue pas l'intégralité du panel représentatif des jeunes. Et chez les jeunes, actuellement, on a parlé effectivement du fait qu'un certain nombre d'entre eux, les plus nombreux, vont vers le végétal. Mais à côté de ça, je vois beaucoup de tendances sur des jeunes qui se font livrer plusieurs fois par semaine de la street food. Et je constate que certains ont perdu le goût. Or, dans la gastronomie, il me semble que le goût, c'est vraiment le cœur du sujet. Et je vois de plus en plus de jeunes qui ne connaissent pas bon nombre de produits. Et pour ceux qui ne sont pas végés, beaucoup de légumes, notamment, et qui ne vont pas aller vers eux. Donc on parle de tendance, quoi de neuf 20 ans plus tard? La question, c'est quel est votre avis sur la question et qu'est-ce que ça peut amener ces jeunes-là qui ne sont pas éduqués au goût diversifié? Qu'est-ce que ça va donner un petit peu plus tard? Mais ces jeunes-là qui ne sont pas éduqués, est-ce qu'ils l'étaient il y a 20 ans, en fait, finalement? Mais ça cuisinait plus. Pourquoi? Parce qu'on ne mangeait pas de pâtes, on ne mangeait pas de riz. Et voilà. Donc, en fait, sincèrement, je ne pense pas que ça soit plus déplorable aujourd'hui que ça l'était il y a 20 ans, en fait. Et c'est juste avant tout une éducation qu'on se doit de donner à nos enfants et à nos petits-enfants. Mais en tous les cas, je ne pense pas que ça ait changé grand-chose. Aujourd'hui, certes, il y a la street food qu'on n'avait pas il y a 20 ans, et encore, elle arrivait et elle était présente. Mais il y a même, allez, si on va un peu plus loin, est-ce qu'il y a 50 ans, un enfant était capable d'identifier chaque légume? Moi, je prends le temps d'aller dans les écoles, et notamment dans les primaires et dans les maternelles, pour justement leur parler justement de ces légumes. Mais sincèrement, je ne pense pas qu'on est... Là, aujourd'hui, on se focalise là-dessus parce que voilà, on s'est retrouvé inondé de ces concepts, on s'est retrouvé inondé de ces... Voilà, on parle de malbouffe, j'aime pas parler de ce mot parce que je trouve que c'est pas un mot qui nous va bien, mais en tous les cas, on a beaucoup de solutions autour de nous qu'on n'avait pas avant, et tout simplement parce que voilà, on va chercher quelque chose rapidement, qu'on va consommer rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps finalement de s'alimenter correctement. Parce qu'encore une fois, on passe du temps sur nos réseaux sociaux, on passe du temps sur notre télé, on passe du temps... est-ce qu'on prend le temps d'aller dehors, de regarder ce qui se passe dans les champs, de regarder comment les céréales, les légumes évoluent? On ne prend plus le temps de faire ça, en fait. Et je ne pense pas que ça soit plus négatif qu'il y a 50 ans aujourd'hui. C'est juste que, voilà, on se tire tous la sonnette d'alarme en se disant... Nos enfants, est-ce qu'on a envie qu'ils aient une méconnaissance en fait des produits autour d'eux? Donc aujourd'hui, l'intérêt du produit au global, pour nous dans la gastronomie, c'est une chose, mais je pense que dans nos foyers, c'en est également une chose. Et je pense que c'est la même chose en fait finalement. On a envie de s'y intéresser, et est-ce qu'on se donne le moyen de s'y intéresser? Merci Christophe. Je crois qu'il y a une question au fond aussi. Bonjour à tous. J'aimerais revenir sur une phrase que M. Christophe vous aviez dit tout à l'heure par rapport au thème de la fameuse salade de concombre qui a fait tendance cet été. Et j'aimerais revenir sur la phrase que vous avez dit que vous avez fait une erreur quelque part. Est-ce que cette erreur s'est faite dû que vous n'avez pas utilisé les outils comme les réseaux sociaux au bon moment, ou c'est dû à autre chose? Non, c'était vraiment c'était un petit clin d'œil, mais c'est tout simplement pour dire que finalement, moi, je vais sur les réseaux comme tout le monde parce que voilà, c'est pas que j'ai pas le choix, c'est que ça rentre dans notre façon d'être tous les jours.
et je ne sais pas combien de temps j'y passe, mais en tous les cas, j'y vais comme tout le monde, et que malheureusement, je n'ai pas vu cette recette du concombre. Donc, je n'ai malheureusement pas pu l'exécuter à la maison, et je m'en excuse. C'était tout simplement dans ce sens. Et puis après, j'ai entendu un autre mot, mais je ne m'en suis même pas rappelé, de cette deuxième recette. Non, c'était tout simplement pour dire que ça ne m'intéresse pas, en fait, finalement. Ça ne m'intéresse pas. Alors, il ne faut pas se mettre des œillères et se dire qu'on ne regarde pas ce que font les voisins, parce que finalement, on ne progresserait pas et on n'avancerait pas. Mais tout ça pour dire que est-ce que finalement, on a besoin de ça pour être créatif, et est-ce qu'on a besoin de ça pour s'alimenter ? Madame, devant. Bonjour, merci beaucoup pour toutes les interventions très intéressantes. Je partage votre optimisme sur le fait que l'éducation à l'alimentation et apprendre à nos enfants, c'est encore possible et c'est même vital. Par contre, sur l'analyse, depuis 50 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les mamans qui étaient plutôt à la maison sont toutes parties travailler et du coup n'apprennent plus la cuisine à leurs enfants. C'est comme ça, c'est pas grave et c'est une évolution, mais en tout cas, ça a bien changé. D'autre part, les enfants, avant, avaient à peu près, pour 8 d'entre eux sur 10, un pied à la campagne. Ils voyaient quand même comment poussaient les légumes. Ils avaient un grand-père, un oncle. Ils voyaient même un brin d'herbe. Aujourd'hui, c'est plus que 2 sur 10. Et effectivement, le troisième grand changement, c'est les réseaux sociaux et les tablettes et les écrans. Et plus personne, finalement, n'accorde du temps au fait de faire la cuisine. Et ça, effectivement, ça ne pourra revenir que grâce à des personnes comme vous. Et il faut vraiment arriver à faire prendre conscience aux familles que c'est important de cuisiner pour bien manger. Alors moi, je suis contente de cette intervention parce qu'il y avait un truc que je voulais dire. D'abord, je suis très optimiste en général. Et par rapport à la manière dont les jeunes consomment la restauration, alors c'est vrai, hein, comme je disais, la restauration rapide, 52% du marché. Mais par contre, il y a un exemple qui marche très bien, qui s'appelle les bouillons. Le bouillon parisien, hein, donc à l'origine, hein, je pense qu'il y a 15 ans, il en restait 2 à Paris. On en a plus de 100 aujourd'hui en France, dont 25 à Paris. Et en fait, c'est vraiment la renaissance de la cuisine bistrotière française avec des légumes, des plats mijotés, l'œuf mimosa, etc. Et ça, aller voir la queue devant tous les bouillons, c'est que des jeunes. Donc on voit bien quand même qu'ils ont aussi cette envie de cuisine patrimoniale, voilà, qui dit des choses, qui sent des choses et qui n'est pas juste de la restauration rapide. Et après, c'est vrai, ça n'empêche pas qu'elle est là aussi et elle sait aussi proposer des menus à des prix très attractifs à une catégorie qui n'est pas forcément très argentée non plus. Mais je trouve que le succès des bouillons notamment, ça montre cette envie et qui est une réalité aussi. Et je rebondirai, alors je n'ai pas les chiffres, mais peut-être que vous les avez. Il me semble que quand même dans le secteur des aides culinaires, mais des robots, des choses comme ça, je crois que les chiffres sont plutôt bons. Donc dire aujourd'hui que dans les familles, ça cuisine moins, j'aurais tendance à relativiser. Moi, je raisonne plus en cycle de vie. On a tous eu notre période burger, McDo, tous. Donc, que ce soit à 15 ans, 18 ou 20, on l'a tous eu. À un moment donné... J'ai jamais eu, moi. Mais c'est parce que vous étiez à la campagne. Mais pour ce midi, voilà. Écoutez. Non, mais ça peut être aussi des cycles. Et effectivement, l'idée des bouillons, il y a quand même... Pour moi, il y a de l'espoir. Franchement, il y a de l'espoir. Il y a aussi... Aujourd'hui, dans les classes primaires, maternelles, il y a de l'éducation à l'alimentation. Il y a des potagers dans les villes, dans les jardins, le retour des jardins ouvriers, etc., etc. Donc, il y a quand même toujours cette idée-là. Donc, peut-être qu'il faut toujours se méfier du projecteur qui est mis sur quelque chose. On est dans une société extrêmement anxiogène, où on a de l'information, donc ça focalise. J'aurais tendance à dire que ce n'est pas pire que dans les années 70, véritablement. Donc les choses évoluent, peut-être de manière différente, mais moi je reste plutôt optimiste. Alors, il faudra voir effectivement avec cette fast-food, on mange quand même assez gras,
Mais bon, le jeune qui mange des burgers, il n'est pas dit, alors il n'est pas dit qu'il en fasse manger à son gamin. Voilà. Il y a par exemple, juste et je finirai là-dessus, sur les cycles d'achat de bio, on le voit à la naissance d'un enfant, bon, on voit que ça augmente. Et puis, dès que le gamin il va aller à la crèche, c'est terminé, on lui a collé son Kinder Bueno et c'est terminé. Il n'y a plus de bio. Donc, il y a des cycles comme ça. Bon, voilà. Je suis optimiste. Bon, bah écoutez, je vous propose de terminer cette table ronde sur une belle dose d'optimisme. Ça fait du bien à tout le monde et puis ça met en appétit. Merci beaucoup de votre participation.